Le 18 août 2002. Le 12 septembre 2011. Le 29 août. Le 1er décembre. Le 15 juin 1991. J'ai vécu la nuit La plus terrifiante. La plus terrifiante. J'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. J'ai senti un frisson me parcourir. J'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un dans la chambre et mon cœur s'est mis à palpiter. Je suis entré dans la salle commune et brusquement tout a changé. J'étais terrifiée. Je me suis dit que ça allait être sérieux. C'était ou lui ou moi. J'allais mourir au combat. J'ai cru que j'étais mort comme eux. Je m'appelle Ron et le 21 décembre 1994, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. J'ai été coiffeur dans un hôpital psychiatrique pendant plus de 10 ans. Il avait été construit à la fin des années 1880. Quand il a été racheté dans les années 70, il a gardé sa fonction première. On s'occupait des problèmes de santé mentale. On hébergeait plus ou moins 500 patients. L'hôpital avait un salon de coiffure et je m'occupais des hommes. Mon bureau et tout mon matériel se trouvait au pavillon 13. C'était un pavillon désert. Le 21 décembre, je suis allé travailler comme d'habitude. Ils annonçaient de la neige à la météo. J'avais une petite télévision dans mon bureau et je l'ai allumée pour écouter le bulletin. Ils annonçaient de fortes chutes de neige, jusqu'à 30 cm, voire plus. Ils conseillaient de ne pas prendre la route. Ma femme m'a appelé. Chez nous, le temps s'était dégradé. À part les chasse-neige, il était interdit de circuler jusqu'au lendemain. Après en avoir discuté, on a trouvé plus sécuritaire que je passe la nuit sur place, plutôt que d'essayer de rentrer chez nous. Je suis allé à l'entrepôt et j'ai déniché un lit d'appoint, des couvertures, un oreiller, tout le nécessaire. J'ai traversé le pavillon et installé mon lit, prêt à passer la nuit à l'hôpital. Je voyais la neige tomber à la lumière des réverbères. C'était très paisible. Vers 23h30, j'ai rangé mes affaires, j'étais prêt à me coucher. Le calme régnait dans le pavillon. Il n'y avait pas un bruit. On n'entendait absolument rien. Je suis sorti de mon bureau, je suis passé devant la salle commune et j'ai longé le couloir qui devait faire dans les 10 mètres de long. La salle de bain était au bout.
J'y suis entré pour me laver les dents et me laver sommairement. Soudain, j'ai entendu de la musique, comme un vieux chant de guerre. On aurait dit un vieux disque rayé. Le son était un peu étouffé et éraillé. Sur le coup, je me suis demandé d'où ça pouvait venir. Le pavillon était vide. Impossible que ça vienne de là. Après ma toilette, je suis retourné à mon bureau. Pour le rejoindre, je devais reprendre le long couloir qui menait à la salle commune. Tandis que j'avançais lentement dans cette direction, j'ai senti un frisson me parcourir. J'avais les mains gelées. J'ai senti le froid sur mon visage, alors que la pièce était chaude quand j'y étais passé quelques minutes plus tôt. Quand je suis entré dans la salle commune, c'était encore plus froid. Et brusquement, tout a changé. Des gens sont sortis de nulle part. Ils détonnaient dans ce lieu. Quand je les ai vus en entrant, je n'ai pas immédiatement pensé à des fantômes. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Je les croyais réels. Ce n'était pas une vision. Les gens qui déambulaient dans la salle commune ressemblaient à des patients d'une autre époque. C'étaient de vrais gens. Ils étaient physiquement là. Ils étaient bien réels. Je connaissais tout le personnel. Je savais qui ils étaient, mais je n'avais jamais vu aucune de ces personnes. Ces gens me regardaient comme s'ils venaient d'outre-tombe. L'un d'eux avait des yeux vitreux et quand j'ai observé ceux qui étaient étendus par terre, l'impression qui se dégageait de ces gens, c'est qu'ils n'étaient pas d'ici. Ils n'étaient pas de ce monde. Ils étaient effrayants. Les patients étendus par terre étaient recouverts de couvertures grises. La plupart avaient les pieds qui dépassaient, ou une main, ou une partie du visage. J'ai remarqué qu'ils portaient tous des habits normaux, pas les pyjamas de l'hôpital. Ils avaient tous des vêtements ordinaires, des dons faits à l'hôpital, allez savoir. Je pense plutôt que c'était les vêtements qu'ils portaient lorsqu'ils sont morts. Il faisait si froid
qu'ils les gardaient sûrement dans l'espoir que ça les réchaufferait. Il fallait absolument que je sorte de cette pièce. Je me suis dirigé vers mon bureau. Quand je suis entré dans le bureau, j'y ai trouvé 2 personnes. Elles avaient l'air de travailler là. Je les dévisageais attentivement et elles se sont lentement tournées vers moi. Elles m'ont remarqué. Elles savaient que j'étais là. Elles étaient conscientes de ma présence. J'ai aperçu un calendrier qui affichait la date du 21 décembre 1917. Ils n'étaient pas là avant, tout comme ces gens n'étaient pas là. Quand on travaille dans un hôpital psychiatrique, on vit dans la peur. On doit toujours être sur le qui-vive, ne jamais baisser la garde. Il y a des fois où les choses sont un peu bizarres, et d'autres fois où elles le sont au plus haut point. J'ai vu de tout. Mais cette fois-là, c'était la première fois que je passais la nuit dans les locaux de l'hôpital. Je ne m'étais jamais trouvé dans ce genre de situation, ni rien d'approchant, à vrai dire. Ce n'était pas normal. La peur, et même l'effroi, se sont emparés de moi. J'étais mort de peur, je voulais m'enfuir de l'hôpital. Il fallait que je sorte de là. J'étais terrorisé et j'ai cherché à fuir. Une fois devant la porte, impossible de l'ouvrir. Ma clé ne marchait pas. Je suis passé dans la salle suivante, j'ai essayé une autre porte, mais ça ne marchait pas non plus. J'ai essayé d'ouvrir toutes les portes du pavillon, mais pas une n'a voulu s'ouvrir. J'ai couru de porte en porte, mais je n'avais pas les bonnes clés. J'ai frappé aux portes, mais personne ne me répondait, ni ne venait à mon secours. Le pavillon était désert et j'étais enfermé. J'étais terrifié. J'avais si peur de ce qui pouvait m'arriver que j'ai prié Dieu de rester à mes côtés. J'étais terrifié à l'idée de ne pas savoir ce qui allait se passer. Et si mon heure était venue, autant que j'affronte la réalité en face. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas sortir du pavillon, que je ne pourrais pas m'enfuir, j'ai abandonné. C'était devenu si bizarre, si effrayant, que j'étais complètement déboussolé. J'ai renoncé à partir et décidé d'en affronter un en tête-à-tête. Je
ressentais les effets de la peur. Il fallait que j'interroge un de ces hommes, j'avais très peur. Je lui ai demandé qui étaient tous ces gens. Il a répondu qu'ils étaient morts. Parce qu'on était tous morts. Quand il a prononcé ces mots, ça m'a encore plus effrayé. Il avait dit « on ». C'était inquiétant. Est-ce qu'il m'incluait dans ce « on » ? J'ai cru que j'étais mort comme eux. Peut-être que je faisais partie de ces morts sans le savoir. À cet instant, j'ai cru qu'il parlait de moi. Qu'est-ce qui allait m'arriver? C'était la fin? Sinon quoi? Ils se sont levés lentement pour sortir. Les patients qui gisaient sur le sol, sans vie, se levaient un à un, très lentement. Quand ils se déplaçaient, on entendait un bruit, comme de la glace qui craque. Je les observais tandis qu'ils marchaient vers la porte. Un à un, ils ont disparu. Sidéré, j'ai regardé sortir le dernier. Je pouvais à peine bouger, tellement j'étais ébranlé. J'ai regardé autour de moi, le pavillon était vide. J'ai regagné mon bureau. Tout semblait revenu à la normale. Tout était comme d'habitude. Ils avaient disparu. J'étais effrayé, incapable de penser à rien tellement je tremblais. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. J'étais secoué, je me suis mis à pleurer. Mais je ne pouvais me résoudre à me coucher. J'avais trop peur de m'endormir et de ne plus jamais me réveiller. Et ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Avec le recul, quand je repense à ces événements, je sais que j'ai vécu une expérience qu'on ne devrait jamais avoir à vivre. Je ne souhaite à personne de vivre la même chose. L'effroi était si intense que je ne pouvais décemment pas en parler autour de moi. Surtout sur mon lieu de travail. La personne à qui je pouvais me confier à cette époque, c'était ma femme. Personne d'autre. Plus tard, j'ai repensé à ce qui m'est arrivé cette nuit-là. J'ai alors fait quelques recherches et découvert qu'en décembre 1917, 27 patients étaient morts gelés et d'autres avaient souffert d'engelures. C'est ce qui s'est vraiment passé. C'est la vérité.
C'était écrit dans les journaux. Mais comme ça s'est passé il y a un siècle, personne n'en parlait jamais. Je m'appelle Maureen et le 21 mai 2016, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Ça faisait longtemps que je cherchais la maison de mes rêves et j'ai fini par la trouver sur un terrain en coin de rue avec une véranda surmontée d'un porche. Je savais qu'elle était faite pour moi. J'avais une immense cour arrière clôturée. Elle était lumineuse, spacieuse et confortable. C'était extraordinaire. J'étais si contente d'y emménager avec mon chien. Chercher un logement quand on est seul et qu'on a un chien, ce n'est pas facile. Ça faisait quelques années que je cherchais. Ma famille m'avait aidé à déménager, mais ils avaient tout déposé en vrac au milieu du salon. Alors, j'avais beaucoup de rangements à faire. En déballant mes affaires, j'ai entendu des bruits étranges. Toutes mes fenêtres étaient ouvertes. J'étais arrivée dans un nouveau quartier. L'environnement ne m'était pas familier. Soudain, j'ai senti de la fumée. Je suis allée voir d'où ça pouvait venir. J'allais de pièce en pièce, à commencer par la cuisine. J'ai regardé dehors. Il n'y avait personne, donc rien qui puisse expliquer pourquoi ça sentait la fumée chez moi. En revenant dans le salon, j'ai réalisé que ça sentait encore plus fort. Un homme se tenait devant la porte vitrée. Et il parlait à mon chien. J'ai un gros chien, alors j'étais un peu surprise qu'il lui propose de sortir. Il me rappelait un personnage de film d'horreur. Il se tenait là avec sa cigarette, soufflant la fumée sur la porte vitrée. Il avait l'air vraiment sans gêne. Je commençais à avoir la peur au ventre. Et j'étais contente d'avoir installé un système d'alarme. Je ne savais pas comment appréhender la situation avec cet étranger sans gêne, planté devant ma porte.
J'ai décidé de l'affronter, de réclamer qu'il me laisse tranquille. Je n'allais pas me laisser intimider chez moi. Stop talking to the dog. You need to get off my porch. You have to go. Get off my porch. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il a répondu qu'il s'était trompé de maison. J'ai refermé la porte, j'ai fermé les fenêtres, verrouillé toutes les portes et j'ai armé le système d'alarme. La nuit est tombée, j'avais une longue journée. Je suis allée dans la salle de bain pour me démaquiller. Quand je suis revenue dans ma chambre, j'ai remarqué que la fenêtre était à nouveau ouverte. J'avais pourtant vérifié juste avant que toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées, ce qui fait que j'étais étonnée et inquiète. Ça m'a effrayée. J'avais peur que ce vieux voyeur soit à nouveau dans les parages. J'ai refermé la fenêtre et je l'ai verrouillée. J'ai calé un bâton dans le rail. De cette façon, j'étais sûre que personne ne pourrait entrer par là sans que je l'entende. Je me sentais encore un peu inquiète, mais pas autant qu'auparavant. J'étais prête à aller me coucher. La fatigue a pris le dessus, alors ça ne nous a pas pris longtemps pour nous endormir. Il était environ 1 heure du matin quand je me suis réveillée en sursaut, avec le sentiment que quelqu'un était dans la pièce et m'observait. J'étais terrifiée à l'idée que je n'étais pas seule. Mon cœur a commencé à battre plus vite et j'étais tétanisée. Assise dans mon lit, j'observais mon chien. Toujours allongé au bout du lit, il était sur le qui-vive. C'est ce qu'il fait en général, quand il se sent menacé et qu'il est sur le point d'attaquer quelqu'un pour me protéger. J'essayais d'habituer mes yeux à l'obscurité, de prendre mes repères dans la chambre, en m'assurant que j'étais bien éveillée. Et comme ma vision se précisait, j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Et mon cœur s'est mis à palpiter. J'ai senti la peur s'emparer de moi. L'homme devait faire 1,50 m. Il portait un étrange chapeau. Il était recouvert d'une sorte de croûte noire épaisse. Et il avait comme des dreadlocks. À quelques mètres de lui, j'étais terrifiée. Je me suis dit que ça allait être sérieux. C'était lui ou moi. J'allais mourir au combat. Alors que je m'en approchais, il a penché la tête en me regardant d'un air condescendant, presque comme s'il me défiait ou me provoquait, du genre « Tu vas me faire quoi ?» J'étais si effrayée que je tenais à peine debout. Je ne savais pas quoi faire.
La panique a succédé à la peur. J'étais complètement livrée à moi-même. On était de plus en plus près et je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Ma seule option, c'était de me battre pour ma survie. C'est ce que j'ai fait. J'ai voulu lui porter un coup. Mon bras a traversé son corps. Ça grésillait comme de l'électricité. Le son était vraiment bizarre. Il m'imprégnait. Je le sentais traverser tout mon corps. Je n'avais jamais ressenti ça. Mon poing a fait craquer la couche de charbon qu'il recouvrait et une sorte de lumière bleue électrique très vive, sortie de son corps, s'est mise à rayonner. À cet instant, il était clair pour moi que cet homme n'était pas un être vivant. Soudain, il m'a regardé droit dans les yeux, il a penché à nouveau la tête et il m'a dit « Tu n'es pas prête ». Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Pas prête à quoi? Prête à mourir assassinée? Quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était un mystère. Quelque chose qui m'échappera toujours. Et soudain, il a disparu. Sans passer par la porte. Il s'est évaporé comme par miracle. Il n'y avait plus aucune trace de lui nulle part. Juste cette étrange énergie et une impression diffuse. Je suis allée voir dans le couloir, la salle de bain, le salon, dans les autres chambres aussi. Il n'était pas dans la maison. Je ne comprenais pas ce qu'il s'était passé. J'ai appelé le chien et on est remonté dans ma chambre, où j'ai découvert que la fenêtre était à nouveau ouverte. Un souffle d'air glacial entrait dans la pièce. J'ai refermé le battant et enclenché le loquet pour la 3e fois. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était dément. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais remplie d'effroi. Je ne voulais pas rester seule. Je me sentais si effrayée, si anxieuse dans ma propre maison, alors que j'aurais dû m'y sentir en sécurité. J'ai appelé le chien et on s'est recouché. J'ai tiré les couvertures et essayé de me rendormir. J'étais tellement soulagée d'avoir un si gros chien avec moi. Je savais qu'il me protégerait. Et cette idée m'a apporté un grand réconfort dans cette épreuve. Je me suis blottie dans mon lit et j'ai somnolé avant de sombrer dans un sommeil profond. Je me suis réveillée une 2e fois. J'ai entendu des froissements, quelque chose qui bougeait dans l'obscurité.
J'ai cru que j'allais mourir. J'ai tâtonné les couvertures pour m'assurer que le chien était toujours là et je l'ai senti près de moi. Quand soudain une ombre a surgi, l'ombre immense d'un homme. Il faisait au moins 2 mètres. Il était enveloppé dans un tissu bizarre et couvert de boue. J'avais le regard rivé sur lui et il a commencé à s'agiter, à chercher la confrontation. Il marchait d'un pas lourd. Ça faisait bang, bang, bang. À chaque pas, mon cœur faisait un bond dans ma poitrine. À ce moment-là, la peur m'a paralysée, car j'ai réalisé que rien ne pourrait arrêter cet homme. Je n'avais qu'un but, arrêter cette chose ou faire diversion. Si je lançais quelque chose sur lui, je pourrais peut-être le contourner et m'enfuir de la maison. Alors j'ai roulé mes couvertures et je les ai lancées de toutes mes forces pour l'arrêter. Et la créature a disparu devant mes yeux. Ma couverture gisait là, par terre. Et dans la couverture, j'entendais geindre mon chien. Alors j'ai réalisé ce que je venais de faire. Mon chien était sur le lit. Je l'avais enroulé dans les couvertures et j'avais lancé le tout sur le fantôme au moment où il se jetait sur moi. Mon chien était bouleversé. Il tremblait. Je venais de traumatiser mon chien. Moi aussi, j'étais traumatisée. Je ne pouvais pas rester dans cette maison. J'ai allumé la lampe et j'ai remarqué que la fenêtre s'était rouverte. Je n'ai pas fermé l'œil jusqu'au matin. J'avais trop peur de fermer les yeux, d'être dans cette maison, d'être dans cette chambre. C'était censé être la maison de mes rêves. J'étais déçue. J'ai passé le reste de la nuit à minimiser les événements jusqu'au lever du soleil. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Plus tard, j'ai fait des recherches sur cette maison pour savoir ce qu'il s'y était passé, ce qui avait pu causer un tel traumatisme sur la maison. Pourquoi ces fantômes vivaient là? J'ai appris qu'autrefois, il y avait un cimetière à cet endroit
et qu'on n'avait pas déplacé toutes les tombes. Il reste manifestement des esprits en colère. Le terrain n'a pas été vidé correctement et ces esprits étaient contrariés que l'on s'installe sur leur dernière demeure.